Eh bien bonsoir tout le monde pour ce premier épisode de podcast, un podcast très varié. Le premier épisode est enregistré en stream mais sera rediffusé sur YouTube et sur Spotify. Sur YouTube dans un premier temps dimanche et sur Spotify peut-être la semaine prochaine, le temps que je regarde comment faire. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Moi, j'avoue, j'étais très stressée et je le suis toujours. Je suis plus stressée actuellement que pour mon évaluation d'hier. Le podcast, j'ai décidé d'en faire un pour plein de raisons. On va commencer simple. Depuis que je suis toute petite, je suis super intéressée par plein de sujets. Je suis intéressée par la politique, je suis intéressée par l'environnement, par plein de choses. Et ces sujets m'intéressent tellement que il y en a plein où j'ai voulu faire mon métier. Malheureusement, on ne peut pas faire 1000 métiers dans sa vie. J'aimerais bien être comme Martin Matin, me lever avec un nouveau métier chaque matin. Mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, il y a 2 ans, au moment où j'étais le plus perdue dans mon orientation, je me suis dit, et si je créais, dans un premier temps, des vidéos sur YouTube sous plein de sujets. Des sujets à vulgarisation scientifique, des sujets à débat, des sujets problématiques. Et tout ça, j'aurais adoré en faire des vidéos YouTube. Sauf que je n'ai jamais pris le temps. Et j'ai jamais eu la motivation de le faire. Alors, il y a 1 an, j'ai dit, mais pourquoi pas en faire un podcast ? Parce qu'un podcast, c'est simple, il suffit de parler. Il n'y a pas forcément beaucoup de montage visuel à faire. Alors tout ça, ça me facilite la vie et c'est beaucoup plus rapide. Pour ce podcast, il y aura beaucoup de sujets différents et j'ai besoin de votre avis de est-ce que vous voulez un petit teasing des sujets ou je vous les garde secrets. Et je ferai un teasing dans le futur. Oui, tease-nous tout. Alors j'ai quelques sujets, je les ai pas tous. Je pense que je les ai pour peut-être les 6 premiers mois. Dans un premier temps, ce sera un épisode par mois qui sortira le 16 du mois, le 16 de chaque mois. J'essaierai de me débrouiller pour les mois où je voudrais faire des épisodes en stream, mais ce sera forcément le 16 du mois. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Ensuite, pour les sujets, il y aura des épisodes où je serai toute seule, style plutôt journal intime, où je vais vous raconter soit ce que je fais dans ma vie en tant que bénévole, soit juste un sujet qui me passionne et qui n'a pas forcément besoin d'avoir des invités. Et il y aura d'autres sujets qui auront des invités, et qui auront soit des invités qui sont spécialisés là-dedans, soit des invités qui, au contraire, s'intéressent juste très fortement, comme moi, qui sont très curieux sur plein de sujets. Dans les sujets à inviter, je propose... Je ne sais pas encore s'ils auront tous des invités ou si ça sera plutôt en style journal intime. Il y a les religions, les cultures, qui seront probablement amenées en débat ou autre. Il y a aussi les théories du complot qui me fascinent personnellement. Il y a l'histoire du monde, l'histoire de la France, l'histoire avec un grand H, le développement durable et l'environnement qui... Alors ça, là, faut pas me lancer là-dessus. J'ai fait mon oral du bac sur ce sujet-là. À vrai dire, enfin sur le sujet du nucléaire plus particulièrement, à vrai dire, j'ai eu le 18 et c'est peut-être pas pour rien. Il y a aussi le sujet de l'IA, qui me fascine aussi. Après, tous ces sujets auront des problématiques qui seront bien sûr bien amenées. Je vous ai annoncé un épisode par mois, mais comme pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent, en juillet et en août, je ne poste rien. Je disparais des réseaux sociaux parce que je travaille en juillet et en août c'est mes vacances, c'est le peu de vacances que j'ai dans mon année. Sauf que avec les podcasts, j'ai pris la décision de poster en juillet et en août pour au moins le podcast. Cette année, les sujets de juillet et de août vont sur qu'est-ce que je fais en juillet et comment ça s'anime, etc. Et qu'est-ce que en août, un sujet autre qui me passionne, qui seront tournés le mois prochain. Et du coup seront sortis en programmé. Ce sont que des sujets qui vraiment me fascinent et me passionnent personnellement. Et je compte bien sûr développer ces sujets. On pourra faire des sous-branches. Par exemple, pour le sujet de la religion, il y a 2 branches qui peuvent être possibles. La religion polythéiste et la religion monothéiste. Pareil pour les cultures, ça peut être notre culture, plutôt européenne ou plutôt occidentale. Et après, t'as aussi la culture orientale ou la culture asiatique, qui peuvent être super intéressants. Bon, pour vous avouer, j'ai écrit le premier épisode, mais je ne l'ai pas pensé jusqu'au bout, parce que je me suis retrouvée avec beaucoup trop de devoirs ces derniers jours. Pour vous faire une vague idée, j'ai vraiment
eu l'envie de sortir le premier épisode avant mes 21 ans, qui sont la semaine prochaine, parce que je me dis, ça fait un cap. La semaine prochaine, j'ai 21 ans et j'ai un projet qui peut durer sur le long terme et qui peut prendre, car c'est un sujet assez accessible à tous. Le but, c'est que chaque sujet soit expliqué et soit vulgarisé pour tout le monde. Par exemple, on va pas parler de la religion en règle générale sans expliquer certains termes. Le but, c'est vraiment que ce soit un podcast accessible à tous et à l'écoute de tous, que tout le monde puisse écouter quand il veut, dans sa voiture, pendant son travail, etc. Pareil pour l'environnement, il y a des termes précis qui sont scientifiques et je souhaite vraiment vulgariser ça et faire donc de la vulgarisation scientifique. Des sujets qui me passionnent, je peux regarder des heures et des heures de documentaires de vulgarisation scientifique et depuis toute petite je regarde On n'est pas que des cobayes, je regarde C'est pas sorcier, je regarde des documentaires sur des métiers, sur les métiers de l'extrême, sur je sais pas si vous voyez les documentaires sur les senteurs avec les pompiers, senteurs avec les urgentistes, senteurs avec les gendarmes. J'adore ces documentaires, je peux les regarder toute la nuit s'il faut. Et ça m'a toujours fasciné la façon dont ils sont tournés aussi. L'idée, c'est vraiment que ce soit un podcast sur l'échange, sur l'écoute de tous, sur l'écoute des sujets des autres. Je me dis, ça pourrait être aussi intéressant d'accueillir des collectionneurs. Parce que les collectionneurs, c'est assez passionnant. C'est pourquoi est-ce qu'ils collectionnent ça, etc. D'où c'est parti leur passion de la collection, etc. Et l'idée, c'est vraiment, si vous souhaitez participer à un épisode avec un sujet en particulier, faut pas hésiter à me MP, à me le dire. Non, le but vraiment, c'est de vous partager une part de moi, de ma curiosité. Un point très principal de mon podcast, c'est la bienveillance. Il y a des sujets qui peuvent être très difficiles, assez durs à entendre et en même temps assez problématiques. Pas dans la façon dont ils sont discutés, mais dans la pensée collective. Ce sont des sujets, entre guillemets, danger. Un des sujets les plus gros que j'ai vraiment envie de traiter parce que c'est vraiment super passionnant et intéressant. C'est le sujet des religions, bien évidemment. Mais c'est un sujet à gros débat et à gros risques. Mais finalement, est-ce qu'on n'aimerait pas prendre des risques dans la vie et sortir de notre zone de confort pour pouvoir éduquer et passionner les gens à leur tour, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, ça sera un épisode par mois. Peut-être que si j'ai du temps l'année prochaine, je parle en année scolaire, donc à partir de septembre, il y aura peut-être plus qu'un épisode par mois. Mais je ne garantis rien. Je préfère vous garantir un épisode par mois sur un sujet vraiment abouti, sur quelque chose de vraiment abouti. J'ai déjà tourné des podcasts dans le cadre de mon université. J'en ai tourné 2 exactement. Un podcast sur notre rapport au futur. On était 3 sur ce podcast. Notre rapport au futur et à comment est-ce qu'on imagine notre futur, que ce soit dans l'enseignement ou juste notre avenir aussi. Mais on a été amené à réfléchir à comment est-ce qu'on revaloriserait l'enseignement en 2050 avec les nouvelles technologies, avec l'IA, etc. Et on en a conclu que la plupart de nous voulaient revenir à des façons d'apprendre plutôt comme avant, on va dire. C'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la vie. Du coup, le premier podcast que j'ai enregistré, c'était du coup en octobre, après ce gros événement que j'ai eu dans mon université, où pendant 2 jours, on a fait des conférences, on a fait des ateliers sur le futur, sur le futur du monde, notre rapport au futur, et tout ça nous a amené à un épisode de 45 minutes où on a eu que des retours positifs et une envie de continuer. Personnellement, ça m'a lancé, ça m'a dit « Allez, continue, sors ce foutu podcast qui dort en toi depuis 2 ans et parle des sujets passionnants. » Et le deuxième podcast, je l'ai enregistré il y a moins d'1 mois. Je l'ai enregistré il y a à peu près 2 semaines, je dirais. C'est un podcast où on devait créer un podcast imaginaire. Enfin, pas imaginaire, on l'a créé pour de vrai, mais qui n'est pas disponible sur les plateformes. Et c'était un podcast autour du sujet des passions, notamment autour de la passion de la K-pop pour le premier épisode. Et on a vraiment réfléchi autour de comment est-ce que la K-pop a fait son gros boom dans les années 2016 exactement, pas 16. Mais aussi en quoi est-ce que la K-pop a derrière, on va dire, matrixé les gens sur plein de points et comment est-ce que la Corée essaye de sortir de ce domaine de la K-pop pour ne pas dépendre que de eux et ne pas faire rêver les gens à travers la K-pop et les K-dramas, etc. C'était un sujet très intéressant et ça m'a encore plus donné envie de
continuer à faire des podcasts, mais avec des invités. Parce que je trouve qu'il y a un échange qui peut se créer, qui est magique. Parce que finalement, cet échange, il nous permet derrière de construire des idées, de déconstruire des idées aussi que nous pouvons avoir. Et faire ça sur tous les sujets que je vous ai énumérés juste avant, ça me fascine, ça me passionne. Et ça me donne encore plus envie de continuer. Alors, on va continuer. Mais oui, j'ai fait, entre guillemets, un premier test avec ma vidéo YouTube sur mon parcours atypique, où dedans, je relatais mon parcours scolaire, qui n'est pas des plus classiques, on va dire, avec des réorientations quasiment chaque année, sauf l'année de ma terminale, par miracle. Mais de ma première à maintenant, j'ai des réorientations chaque année. Et vraiment, cette vidéo YouTube m'a dit, mais en fait, c'est génial de pouvoir parler, de pouvoir se confier. Même si c'est des gens qui ne te connaissent pas, se confier comme ça sur des sujets qui sont entre guillemets lourds pour toi et qui t'impactent réellement, je trouve que personnellement ça m'a construit, ça m'a permis de mieux comprendre qui j'étais et qui je voulais être. Et du coup à partir de là j'ai vraiment réfléchi, le nom, le logo que vous pouvez voir défiler juste en haut, la DA aussi, tout en restant dans ma DA parce que je trouve que c'est important. J'ai pas envie de faire quelque chose de ultra différent. Alors que je suis moi-même amoureuse de ma DA. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder qui est... J'ai un petit carnet devant moi, où j'ai devant en vert, c'est le podcast, et derrière, en rouge, c'est les vidéos YouTube. Et j'ai un superbe sujet qui voulait sortir de ma tête, mais que je n'ai pas encore pris le temps de raconter, et je propose de le raconter en podcast sur un des sujets. C'est le fameux sujet de comment est-ce que je suis devenue malentendante, puisque c'est aussi un parcours assez aléatoire finalement. Il commence de quand j'étais petite, mais il a beaucoup évolué avec le temps. Et un élément crucial qui s'est passé en 2020 pour tout le monde, pour la planète Terre, a déclenché encore pire mon truc. Mais je ne vous spoile pas, je vous en ferai un épisode ou une vidéo YouTube, je verrai bien. Je verrai le temps que j'ai, etc. C'est un podcast qui actuellement me fait du bien. J'étais ultra stressée avant le live, mais actuellement ça fait tellement du bien de pouvoir genre juste déballer tout ce que j'avais à dire, de vous révéler ce podcast qui sort du coup aujourd'hui et qui sort ce week-end pour les plateformes. Vous pourrez bien évidemment retrouver aussi les épisodes tournés en stream, qu'on tournera en stream avec probablement des invités. Du coup aussi, ça sera aussi disponible sur YouTube. Tous les épisodes seront disponibles sur YouTube et je ferai tout pour qu'ils soient disponibles sur Spotify. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important et j'espère aussi vous apprendre des choses. Parce qu'il y a des épisodes aussi qui, du coup, seront style journaux intimes, mais que ce soit sur mes formations, sur mon métier, sur ma vie, sur plein de choses, sur l'histoire de mes oreilles, etc. Et j'espère pouvoir vous apprendre des choses aussi de mon côté, au-delà d'avoir des invités. Ça aussi, ça me passionnerait de pouvoir interviewer des milliers de métiers différents, des métiers techniques comme des métiers absolument pas techniques, mais plutôt tertiaires. Finalement, je suis déjà super contente de vous avoir sorti ce podcast, d'avoir eu le courage de sortir le podcast parce que maintenant que j'ai sorti le premier épisode, je m'engage à sortir les autres. Et je pense que ce qui est le plus important à retenir, c'est si vous avez un projet en tête, si vous avez quelque chose, une envie particulière, c'est vraiment, n'hésitez pas à la faire, n'hésitez pas à vous donner à fond pour ça. Aujourd'hui, on voit plein de gens essayer de se lancer sur les réseaux sociaux, à la fois par passion et à la fois par, entre guillemets, facilité. Et j'ai envie de vous dire, faites quelque chose. Faites de votre passion un moment pour vous. Essayez de ne pas vous perdre aussi dans votre passion. Et faites en sorte que vous puissiez ressortir grandi de votre expérience, de vos moments de réalisation, etc. Aujourd'hui, je suis sur Twitch depuis plus de 5 ans maintenant. Parce que j'ai commencé Twitch parce que j'étais toute seule. J'étais très souvent toute seule, je passais mes soirées toute seule, etc. Et je voyais la chance qu'avaient les gens, qu'avaient les streamers de pouvoir être tous ensemble, de pouvoir passer du temps ensemble, etc. Et je me suis dit, j'ai envie aussi de créer ma communauté, de créer une communauté de gens qui sont perdus, qui donnent des nouvelles à des inconnus, mais en soi qui parlent quand même. Et finalement, je dirais que le streaming m'a sauvé la vie. Dans une période où j'ai été très très seule, notamment en 2022 et 2023. Ça a été les moments les plus difficiles de ma vie, l'un des moments les plus difficiles de ma vie, où en 2023 j'ai fait un burn-out, je n'avais plus aucune motivation à rien faire, et c'est le stream qui m'a redonné la motivation de me lever le matin, de préparer des jeux,
de me dire, il y a des gens qui m'attendent probablement le soir pour parler avec moi, pour juste décompresser de leur soirée, etc. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'abandonner ces gens-là. À ce moment-là, en 2023, on était encore que 200 sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 550. Et je vous remercierai jamais assez sur ça. Et je compte bien continuer. Mais comme je me suis dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que je fais par passion. Pourquoi par passion ? Parce que c'est quelque chose qui me donne envie, qui ne me demande pas d'énergie. Bon, là, sauf là ce soir, en enregistrant le podcast. Mais sinon, ça me demande pas d'énergie. J'ai juste besoin de parler avec des gens, de communiquer. Et ça, c'est quelque chose de, entre guillemets, simple pour moi, parce que j'aime pouvoir communiquer avec les gens, j'aime pouvoir parler de tous les sujets, y compris des sujets du podcast, et j'aime pouvoir me dire que il y a des gens qui écouteront, qui réagiront pas forcément, des gens lurk, des gens qui juste ont mis un fond pour se concentrer sur autre chose, mais c'est des gens qui sont quand même là à écouter les gens, à écouter les autres gens, à écouter les histoires qu'on peut me raconter, etc. Et je trouve que c'est une force qu'on peut créer avec Twitch. Quelque chose de magique. Et oui, Twitch m'a vraiment sauvé la vie. Et je dirais qu'il m'a permis de rencontrer plein de gens aussi. Les streams m'ont permis de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes, des gens avec qui je communique toujours aujourd'hui, des gens avec qui je ne communique plus. Mais finalement, c'est aussi des gens avec qui j'ai grandi, évolué, que ce soit mentalement ou juste dans les streams aussi. Aujourd'hui, je souhaite vraiment pouvoir transmettre le flambeau, pouvoir donner aussi à mon tour, donner envie à des gens, à des enfants, à des adolescents, de se dire « Oh, c'est génial, on ne peut ne pas être seul » pendant ces soirées. Pendant très longtemps, j'ai été attachée aux stats. Je regardais toujours qu'est-ce que j'avais fait. Et c'en est devenu maladif au point où je me suis dit faut que j'arrête. Et du coup, pendant un long moment, j'ai juste coupé toutes les stats que je pouvais voir. Juste, je parlais toute seule. Je sais que je parlais toute seule pendant certains streams, et c'est pas grave, ça m'a juste fait du bien aussi de parler tout court. Car finalement, tous les petits streamers regardent sans cesse les stats, se disent « Ah, c'est trop nul, aujourd'hui il y a qu'une seule personne qui est venue parler », mais au lieu de dire ça comme ça, on devrait dire « Ah, c'est trop bien, il y a une personne qui est venue parler avec moi ». Finalement, dans ce sens-là, ça fait du bien de se dire « Il y a une personne qui est venue parler, il y a une personne qui est venue interagir avec moi pendant mon stream », et se dire « Mais waouh, cette personne s'est intéressé à mon jeu, s'est intéressé à la personnalité que je suis, et finalement, moi aussi, j'ai pu rencontrer quelqu'un, j'ai pu discuter avec quelqu'un, j'ai pu m'intéresser à cette personne, etc. Tu vas te poser la question, mais est-ce que finalement streamer mon jeu préféré, qui est un jeu ultra niche, est une bonne idée ? Ou est-ce qu'il faut pas que je me lance sur un jeu qui est ultra connu, qui a des stats monstrueuses à chaque stream, mais derrière ne pas être heureuse ? Je dirais aux gens, faites-vous kiffer, amusez-vous dans ce que vous faites, essayez de trouver de l'amusement dans votre boulot aussi, parce que c'est important de pouvoir aussi se détacher de votre boulot. Mais ouais, essayez de trouver un moment où c'est kiffant dans votre boulot. Genre, faites-vous pote avec vos collègues et pendant la pause du midi, faites-vous des Uno à ne plus s'arrêter. Faites-vous des jeux de société. Mais je dirais, ouais, faites-vous kiffer, c'est le plus important. Et essayez de trouver du temps pour vous. C'est important aussi. Le temps pour vous, c'est aussi très important. Parce que du temps personnel, on ne peut pas forcément en trouver partout. On a 24 heures dans une journée, la plupart du temps on dort entre 8 et 10 heures. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler, pour vivre notre journée. Et j'ai envie de vous dire, vraiment, pour en avoir fait l'expérience 2 fois, d'avoir été en burn-out, c'est important de prendre du temps pour vous. Le temps pour vous, c'est presque la chose la plus importante. Vous regardez un film, vous regardez des séries, lire, juste sortir vous balader tout seul aussi, ça fait du bien. Et vraiment, genre, essayez de trouver un équilibre entre le boulot, les passions, les temps passés tout seul aussi. C'est important de trouver cet équilibre parce que ça permet derrière de vous équilibrer aussi mentalement parlant. Ne vous forcez pas à être une autre personne que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, exactement Nash. C'est bien de dormir, ça permet de réfléchir sur soi et de repenser la manière de vivre de notre journée pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Exactement, Fluchy. C'est important aussi d'avoir un bon sommeil. C'est important parce que finalement, c'est en étant dans un rythme assez stable que vous allez réussir à construire votre journée future, votre semaine future et votre année future. C'est vraiment en ayant un bon rythme de sommeil
que vous arriverez à équilibrer vos envies, votre boulot, votre temps personnel et votre temps avec les autres aussi, avec votre famille, etc. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais le temps avec la famille n'est pas forcément du temps personnel. C'est important d'être présent pour soi, mais c'est aussi important d'être présent pour les autres. Et finalement, ça aussi, il faut trouver un équilibre. Ne pas être tout le temps avec les mêmes personnes et savoir dire bah là, c'est stop. Là, je prends la soirée pour moi, je me repose, je regarde ma série, je lis, je dessine, je fais un temps créatif si t'es créatif, tu fais un temps de jeu tout seul si t'as envie de faire un temps de jeu tout seul, etc. C'est un sujet qui me touche parce que, pour vous dire, j'ai été une première fois en burn-out en 2023, très bord du burn-out il y a moins d'un mois. Globalement, mes journées se résumaient à aller en cours de 13h à 20h. Ensuite, j'enchaînais avec des streams à 21h ou des soirées avec des gens. Et je dormais. Le matin, je dormais jusqu'à midi. Puis après, je mangeais, puis je recommençais. Et je n'avais jamais de temps pour moi. Et je l'avoue, donner une claque tellement importante que pendant 2 semaines, je n'ai pas réussi à stream. Je n'ai pas réussi à travailler pour mes cours. J'ai juste tout abandonné. J'ai tout arrêté. J'ai regardé 4 saisons d'une série en 1 semaine et demie. Le truc, c'est que je travaille aussi le mercredi matin auprès des enfants. Et même ça m'a dégoûté en fait. Je n'arrivais juste... Enfin, je travaillais avec eux quand même. Je les gardais quand même. Mais je n'y arrivais juste plus, quoi. C'est vraiment le rythme qui m'a exténuée. Et aujourd'hui, j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris du temps pour relire ma vie. Depuis que j'ai 7 ans, je relis ma vie tout le temps. Je relis ce que j'ai vécu, je relis comment je l'ai vécu, etc. Et comment est-ce que j'ai envie de continuer ma journée, mon mois, etc. Et là, j'ai vraiment pris ce temps-là de me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive à ce point-là? Et en fait, il s'est avéré que j'ai choisi des cours, parce que je peux choisir mes cours dans ma fac. J'ai choisi des cours qui ne me correspondaient pas du tout. Des cours à des horaires où je pensais que j'étais plutôt du soir. Et du coup, j'ai pris des cours qui finissaient tard, à 20h. Et encore, heureusement, je n'ai pas eu le droit de prendre le cours qui finissait à 22h. Je voulais faire des streams le matin. Et au final, je me suis rendu compte que même moi, je n'aimais pas faire des streams le matin. J'aime bien me lever le matin. J'aime bien passer du temps, travailler pour regarder ma petite série, regarder mes vidéos YouTube le matin, mais pas pour stream. Je ne suis pas dans la capacité de stream le matin, parce que animer dès le matin, faut le faire. Et je le fais déjà tous les mercredis matins avec mes enfants, où je dois animer, je dois faire des jeux de société, je dois éviter à ce qu'ils se bagarrent. Et ce rythme-là m'a vraiment tuée. Et j'ai pris le temps de redécouvrir la couture, que j'adore, de redécouvrir le dessin, de redécouvrir la linogravure et tous ces termes de création que j'adore. Je dirais que mes proches ont eu à la fois un effet positif et à la fois un effet négatif sur ma situation. Tout dépend des proches. Ma meilleure amie, la première à avoir vu mon état, m'a dit « Alors là, ma cocotte, il va falloir que tu t'arrêtes. Il va falloir que tu prennes du temps pour toi. » Une personne proche de moi ne l'a pas vu cette situation. Ne l'a pas vu comme ça. Mes parents ont dit « On te sent fatigué, exténué. » Pour vous dire à tel point je n'avais pas de temps pour moi, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que le week-end, je pouvais prendre du temps pour moi. Le week-end, je n'étais jamais chez moi. Je pense que depuis janvier, j'ai dû faire 4 week-ends chez moi à rien faire. 4 week-ends à ne rien faire chez moi, tellement j'étais exténuée. Mais sinon, tout le reste, j'étais en voyage partout en France. J'étais pour mon association, j'étais pour mes parents, j'étais pour mes frères. J'ai beaucoup bricolé. J'ai eu un gros déclic au week-end de Pâques, du week-end du 3, 4, 5 avril, où c'était un week-end où on a fêté mon anniversaire. Et là, j'ai dit, waouh, je suis fatiguée parce que je n'ai jamais passé autant de bon temps à être complètement déconnectée. C'est-à-dire que ce week-end-là, personne ne m'a vu. Hormis mes frères et mes parents, je n'ai parlé à aucun de mes amis ni à aucune personne proche de moi. Et je dirais vraiment que ce week-end m'a pas sauvé la vie, mais m'a permis de vraiment me déconnecter et de me dire « Ok, là faut que je prenne du recul sur ce qui se passe dans ma vie. Faut que je me sépare probablement de certaines personnes qui, sans qu'elles se rendent compte, me mettaient beaucoup de pression. » Et c'est aussi pour ça que j'ai complètement arrêté les streams pendant 2 semaines. Je n'ai pas stream pendant 2 semaines parce que j'avais vraiment besoin de ce temps. Ouais, mes proches ont été vraiment un pilier fort. Un peu comme toi, Fluchy. Je dirais vraiment, mes proches, finalement, ce week-end-là, Twitch, c'est que des choses qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont permis de me relever de périodes très difficiles. Et je dirais vraiment que c'est aussi un peu grâce à vous, d'avoir accepté que j'arrête les streams pendant 2 semaines, que je revienne avec que des jeux qui me plaisent, que des moments où je passe du bon temps. Et je dirais que vraiment, je vous remercie. Et je vous remercierai aussi, mais jamais assez, sur le fait que vous acceptiez aussi que je sois dans ma petite niche, dans mon petit cocon avec vous, avec mes petits jeux qui sont pas très connus, avec les sujets qui peuvent être à débat, etc. J'ai envie de dire, chacun sa définition de la famille. Moi, ma famille, c'est vraiment
j'ai envie de dire, c'est mes frères, mes parents et ma meilleure amie. Ça, c'est ma famille. Et après, ma meilleure amie et sa famille, elle, c'est son père, son copain, moi et ses potes. Et je connais des gens où leur famille, c'est juste leurs potes. Parce que ils parlent plus avec leur famille ou autre. Et en fait, finalement, c'est chacun à sa dimension de la famille, mais la famille, pour moi, c'est vraiment un environnement où tu es en safe place. T'es vraiment heureux d'être avec eux. Ça te demande pas d'énergie d'être avec eux. Mais en même temps, derrière, c'est important d'avoir son temps pour soi aussi. C'est peut-être pas une famille de sang, mais tu en as une. La famille, c'est pas forcément la famille de sang. C'est la famille de cœur qui prône parfois beaucoup plus que la famille de sang. Le plus important, c'est d'être heureux avec son entourage et d'être capable de grandir avec eux. Je dirais la force qu'on peut avoir en travaillant avec des enfants, c'est que du coup, ça nous permet de dédramatiser sur beaucoup de choses. Que les enfants te permettent de voir la vie autrement. C'est un peu ma philosophie de vie. C'est pourquoi est-ce que je veux travailler avec des enfants plus tard? C'est parce que j'ai envie de les accompagner dans leur façon de grandir, dans leur façon d'évoluer. Et finalement, c'est aussi comme ça que la vie évolue. Moi, personnellement, j'ai aussi beaucoup grandi grâce à mes colos, où j'y suis allée en tant qu'enfant, et maintenant j'y suis directrice. Et je trouve que ça fait vraiment évoluer les gens. La force de chacun, c'est sa personnalité. Faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, faut être soi-même. Et c'est en étant soi-même qu'on grandit et qu'on permet aux autres de grandir. Dans cette épreuve difficile que tu as pu vivre, on sent une certaine part de reconstruction dans ta personnalité. Je sais pas si tu partages mon sentiment. Je te l'avoue, Fluchy, j'ai grandi dans mes colos, on faisait beaucoup de rétrospection, de relecture de soi, etc. Et alors j'ai beaucoup appris à faire ça quand ça n'allait plus, de vraiment relire ma vie et vraiment réfléchir à comment évoluer, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me suit toujours et ça me permet de me reconstruire, d'évoluer et de grandir. La reconstruction fait partie de moi, je pense, avec tout mon parcours aléatoire, mais mes 6 réorientations en 4 ans, ma recherche constante d'évolution de moi et de mes projets, etc. Oui, je dirais vraiment la reconstruction, ça fait partie de moi. Je pense que sans ça, on pourrait pas dire que je suis moi aujourd'hui. Est-ce que l'hypersensibilité est vraiment un défaut, une faiblesse, surtout dans un monde où les gens sont individualistes et insensibles au possible? Je dirais que au début, quand on est hypersensible, on peut penser, quand on est petit et qu'on est hypersensible, on peut penser que c'est un défaut, une faiblesse, parce que face aux autres, on va ressentir 1000 fois les émotions. Parce que quand quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas le surinterpréter et le suranalyser. Mais j'ai envie de dire, en grandissant, tu fais de cette hypersensibilité ta force. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Oui, je suis hypersensible. Oui, je suis attentive à tout le monde. Je suis attentive aux gens. J'ai besoin de savoir comment vont les gens, même s'ils vont mal. C'est pas grave. J'ai besoin de savoir ça parce que j'ai envie de me dire, est-ce que je peux les accompagner dans le fait d'aller mieux, de leur faire une blague ou autre? Pas forcément de trouver une solution à pourquoi est-ce qu'ils vont mal et à comment régler ça, mais de vraiment les accompagner dans leur moment où ils ont besoin d'avoir un confident, d'avoir quelqu'un à qui parler, même bêtement, même juste d'un sujet qui n'a rien à voir, mais juste ça permet de se libérer la tête. Et j'ai envie de dire maintenant, ça j'en fais une force, et j'en fais même une qualité, voire une compétence dans mon travail, où j'ai cette hypersensibilité qui me permet d'accompagner les jeunes dans leur évolution, dans la façon dont ils peuvent se confier à moi, dans la façon dont ils peuvent aussi eux évoluer sur cette même hypersensibilité qu'ils peuvent avoir. Et j'ai envie de dire, finalement, même si on est dans un monde individualiste, comme tu l'as dit, Nash, je trouve qu'il y a toujours des gens qui sont là pour accompagner les autres, qui sont là dans l'humanitaire réellement. J'ai envie de dire, on a l'exemple pur avec les psychologues, avec les médecins, avec les infirmiers, avec les aides-soignants. Le plus, c'est de savoir vous retrouver avec vous-même, savoir qui vous êtes, etc. Je pense que l'hypersensibilité dont tu fais preuve, on ne peut pas l'effacer, mais on peut l'apprivoiser, l'accompagner. Et ce qui me touche dans ton récit, c'est ta sincérité, ta pureté dans ta voix. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt de mentir sur ce genre de récit. Le but, c'est vraiment de permettre parfois même à des gens de se retrouver dans ce propre récit. Et pourquoi pas finalement leur permettre de trouver un exemple. Bah ouais, il t'arrive 1000 trucs dans ta vie, mais c'est pas grave. Une fois que t'as touché le fond, tu peux pas toucher plus bas. T'es obligé de remonter dans la vie. Et bah dans ces cas-là, maintenant, tu remontes. Tu prends de l'argile pour te faire une échelle, tu prends du bois pour te faire une échelle, appelle quelqu'un à l'aide. T'as plein de solutions de pouvoir remonter, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important de remonter dans la vie. Je trouve que savoir si on va bien ou pas, c'est quelque chose de compliqué. Merlin, j'ai envie de te dire oui, c'est quelque chose de compliqué, mais tu peux sincèrement comprendre comment tu vas si tu te poses les bonnes questions. Mais derrière, si toi-même t'es perdu, c'est normal, faut prendre le temps, faut prendre du temps pour soi, faut prendre du temps pour s'écouter, pour se parler, etc.
Dans un sens, oui, mais me confier à vous, j'y arriverai pas. Bah, Taco, là, tu vois. Si t'arrives pas à te confier à nous, si t'arrives pas à te confier à des gens, ce que je peux te conseiller, c'est d'écrire. Que ce soit d'écrire sur ordinateur, d'écrire à la main, etc. On va penser qu'on est fou. Tu peux même te parler à toi-même, sincèrement. Tu peux passer pour des fous, mais ça fait du bien de se parler à soi-même, d'écrire à soi-même, etc. Et je pense que c'est aussi important de savoir faire ça. Et ça permet de lâcher tout. Même si tu le racontes à personne derrière, juste tu l'écris. Tu l'écris, tu le racontes, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Mais c'est important de lâcher ses émotions, quelque part. Sur quelqu'un, c'est pas forcément la meilleure des options. Ça peut être aussi sur des coussins. Ça peut être sur ton animal. Pas la meilleure des options non plus, parce que les animaux ressentent beaucoup les émotions. J'écris déjà à cette connerie et ça me détend déjà. Bah tant mieux. Si ça te détend d'écrire des conneries, c'est que c'est aussi ton moyen de te sentir bien. Ça marche pas toujours de se parler à soi, mais s'écrire à soi-même, ça marche très très bien. Je pense comme conseil de fin, le plus important c'est de vous écouter vous. Écouter ce que ressent votre corps, ce que ressent votre tête, comprendre comment est-ce que vous marchez aussi, comprendre quand est-ce que vous allez le mieux, en disant des conneries, en racontant à quelqu'un de proche, en racontant à vous-même, en vous posant des questions à vous-même, en parlant à haute voix. J'ai envie de dire vraiment, c'est vraiment une phase importante de savoir s'écouter soi-même, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais sinon, je vous donne rendez-vous le 16 mai pour le prochain épisode, et sinon tous les soirs sur Twitch. En tout cas, merci tout le monde d'avoir écouté ce premier épisode de podcast. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accueilli ce podcast avec bras ouverts. Je vous remercie 1000 fois, c'était génial. Bonne soirée tout le monde.